Résultats. Donc nous allons donner la parole à Jean-François Hull, qui va nous parler d'un nouvel acronyme. Alors on va changer de chapitre. On a vu IRIS, d'abord un nouveau système de réalité immersive Oculus pour la collaboration interactive à distance en chirurgie. Alors on a vu le gold standard de Luxolaire, qui est absolument merveilleux. On a vu ensuite l'outil pédagogique. Moi, je voulais vous présenter une troisième chose. C'est un autre logiciel qui fait appel à la réalité immersive. Et vous allez voir, c'est beaucoup moins ambitieux que le travail de Luxolaire, mais ça n'est pas moins intéressant, je pense. Donc, ce que je voulais faire, à l'occasion de ce logiciel que je vais vous montrer, c'est de faire le point sur l'utilisation de la réalité immersive en chirurgie. C'est-à-dire, quelles sont les plateformes de réalité immersive en chirurgie disponibles actuellement, etc. Avantages, inconvénients, qualité, défauts. Tout d'abord, et avec ce qu'on vient de dire avec le professeur Jorg, la réalité immersive, c'est un outil absolument exceptionnel. C'est pas simplement un apprentissage ordinaire, c'est un apprentissage beaucoup plus puissant qui fait appel à la rétention mémorielle et qui fait appel à des choses qui permettent vraiment une qualité d'apprentissage et une adaptation à chaque élève qui est absolument remarquable. Alors, évidemment, très souvent en chirurgie, et en plus bien en oncologie en particulier, on a besoin d'un certain nombre de paramètres si on veut avoir une équipe chirurgicale qui travaille bien, et c'est à base de collaboration. C'est à base de collaboration multidisciplinaire. D'abord, les limites de l'imagerie 2D, on les a vues tout à l'heure. C'est sûr que le 3D et l'immersion apportent beaucoup plus de précision et des informations très intéressantes anatomiques. Le rôle de l'IA, eh bien, on l'a vu également, c'est la segmentation et c'est les nouvelles techniques de segmentation qui permettent, et Luxolaire nous l'a montré, d'obtenir aussi bien avec injection que sans injection, ce qui est absolument extraordinaire. Et puis, si on peut collaborer à distance, avoir accès à des experts ou collaborer avec d'autres gens qui ne sont pas présents, c'est aussi très intéressant. On l'a appris pendant le Covid avec les collaborations par Internet. Alors, les bénéfices de cette réalité virtuelle, adaptée à la chirurgie, eh bien, c'est énorme pour le chirurgien. C'est d'avoir des informations très précises sur des anatomies complexes. On a vu tout à l'heure dans les vaisseaux avec Luxolaire, c'est fondamental quand on veut faire une segmentectomie hépatique ou pulmonaire. Ça a aussi un intérêt pour l'éducation du patient. On n'en parle pas assez souvent, mais c'est intéressant pour le patient. Et puis, finalement, on en a parlé au début, c'est l'intégration en fait, du jumeau numérique et de l'IA à la réalisation d'un geste chirurgical. Alors, la précision diagnostique, OK. La planification chirurgicale, qui peut être collaborative et à distance, c'est très intéressant. Un outil éducatif pour les jeunes et éducation pour les patients. Donc ça couvre beaucoup de domaines. C'est pas simplement juste une cosmétique. Alors on vous l'a montré. Donc avec ce genre de masque où il y a plusieurs modèles, mais celui-là n'est pas cher et très très performant. Eh bien on peut très bien se connecter à distance dans divers pays, divers experts et discuter d'un cas clinique d'un malade. À mon avis, c'est une révolution pour le staff chirurgical, même sans parler de segmentectomie ou de choses compliquées. Juste même pour les cas relativement simples, l'orthopédie, etc. Donc les principales fonctions, c'est de faire appel aux jumeaux numériques, de faire appel à la segmentation par ces nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle, segmentation qui est totalement automatique et qui est open source, très important, et puis avec un masque Oculus qui est simple. Donc, on télécharge sur un serveur des données du patient, d'ICOM, des coupes IRM ou scanner. On va faire la segmentation sur le serveur. Il y aura une conversion en un modèle 3D maillé, un mesh, ce qu'on appelle un mesh au format STL, et ensuite on n'a plus qu'à l'intégrer dans un logiciel écrit en Unity. Alors voilà un exemple de segmentation automatique que vous pouvez faire vous-même avec le logiciel qui s'appelle 3D Slicer, et ça donne, vous voyez, automatiquement en quelques minutes, des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'objets qui sont segmentés, et ça permet ici 130 dans ce format. Alors, si vous prenez vous-même 3D Slicer et que voilà l'interface du logiciel 3D Slicer qui utilise cette extension qui s'appelle Total Segmentator, vous voyez qu'on a en même temps et en interactif et en mouvement le modèle 3D et les 3 plans de coupe avec les structures qui sont labellisées, colorisées et nommées, et ceci à peu près en une dizaine de minutes. Alors, quelles sont les applications? Elles sont nombreuses. La neurochirurgie,
Évidemment, parce que la navigation en neurochirurgie est très important, hein, c'est une aide fondamentale et ça permet une planification opératoire. En orthopédie, en oncologie, où la collaboration multidisciplinaire est très importante, en chirurgie maxillofaciale également, c'est important pour la planification. La chirurgie urologique, la chirurgie hépatobiliaire, on l'a vu avec Luxolaire, ça a vraiment un point pulmonaire. Dans les segmentectomies, je crois qu'il faut absolument avoir ce genre de qualité. Et puis même en radiothérapie, pour calculer le champ d'irradiation et faire des calculs du champ d'irradiation. Alors, je vous ai préparé un petit tableau pour vous montrer que les plateformes de réalité virtuelle immersive sont quand même nombreuses. Il y en a même une ou deux que je n'ai pas mises parce qu'elles sont moins intéressantes. Luxolaire a parlé de Surgaer, vous voyez, HoloLens, surtout pour l'endoscopie. On a parlé aussi de Medical Holodeck. Vous voyez que donc la plupart d'entre elles sont certifiées CE ou FDA. Hein, elles sont certifiées. Vous voyez, la plupart de ces, même toutes, elles sont toutes certifiées. Elles sont par spécialité. Elles sont toutes à base d'auto-segmentation, dont on a parlé tout à l'heure. Et ça fonctionne à distance. Elles sont pour la plupart multi-utilisateurs, et vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités, de choses. Donc là, on a, par contre, je n'ai pas mis les prix. Les prix, ça va quelques milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros, parce que c'est des systèmes hyper sophistiqués, labellisés, certifiés, qui sont des développements considérables. Donc c'est des très gros logiciels, mais tout ça, c'est au service de chirurgiens, spécialité par spécialité. Donc on a énormément maintenant, ça va à une vitesse formidable. Je vais finir d'écrire le papier pour les e-mémoires, il est prêt, hein, je vais l'envoyer pour les e-mémoires, le papier avec le tableau, tout ça. Alors, évidemment, de toute façon, il faut passer par ça, c'est-à-dire la plus haute qualité, le gold standard, qui est les vaisseaux par visible patient, parce qu'il est très au-dessus de tous les autres en ce qui concerne la qualité de la segmentation des vaisseaux, et ça, pour les segmentectomies, c'est fondamental. Donc, quant à mon logiciel, je vais vous le montrer maintenant très rapidement, c'est juste, on va simplement faire une automatisation de tout ça, et ça va être simplement un outil qui va permettre, à la fois, surtout un outil pédagogique, pour les jeunes chirurgiens ou même l'anatomie, mais aussi pour les chirurgiens pour discuter d'un patient. Donc évidemment, on n'a pas la même qualité de la segmentation des vaisseaux, comme vous avez vu. Alors, comment ça fonctionne ? Parce que j'ai mon petit pointeur. On a donc un patient qui a des données d'ICOM. Les données d'ICOM sont envoyées sur un serveur. Ce serveur va segmenter les données, faire la segmentation, et va renvoyer sur un casque un logiciel qui s'appelle Iris. Il va renvoyer au radiologue, au chirurgien, au spécialiste, le modèle 3D. Vous allez voir tout à l'heure une courte démonstration. Donc, c'est juste, j'ai pris un exemple. C'est un garçon de 12 ans qui a un lymphome, enfin c'est un rhabdomyosarcome, je pense, ou un lymphome. Et donc, on va pouvoir manipuler son jumeau numérique pour essayer de voir ce qui se passe, essayer de regarder l'anatomie en temps réel. Donc, vous voyez, voilà le corps du jeune. Alors, il y a trois points de vue. Il y a le point de vue à gauche qui était mon point de vue, et le point de vue à droite qui était le point de vue de mes collègues qui étaient à Boston, et qui n'étaient pas à Paris, qui étaient dans d'autres pays. Donc, on a trois personnes qui, en même temps, ont la vision, peuvent interagir avec le corps et poser des questions, discuter avec les autres. C'est-à-dire, on va dire, bon, moi, j'enlève, pour voir un petit peu mieux dans l'abdomen, je vais enlever l'intestin grêle, je vais enlever le foie, voilà. On peut examiner les organes en les faisant tourner dans tous les sens, donc vraiment en détail. Et donc, les autres vont dire, ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ceci? Est-ce que tu ne vois pas, etc. On peut discuter à plusieurs pour discuter le cas clinique, l'anatomie du patient, si c'est compliqué. Et donc, vous voyez qu'on a 3 points de vue différents possibles et interagir. Patrick Nataf va vous montrer aussi des interactions entre les avatars tout à l'heure. Donc, on a plusieurs avatars d'intervenants qui peuvent travailler sur le même modèle. Là, on est sur un corps segmenté très simplement. Il n'y a pas les vaisseaux complexes, mais on peut très bien discuter de cas cliniques, des cas cliniques, d'orthopédie, etc. Ça permet, c'est une façon un peu différente de voir le staff chirurgical sans être au même endroit et en étant voilà. Et donc, en conclusion, tous ces outils et toutes ces plateformes de réalité virtuelle qui sont à base d'imagerie médicale et à base d'IA, font appel à ce qu'on appelle des volumes de langage visuel. Ce n'est pas les LLM, Large Language Model, c'est visuel langage model. Et donc c'est très intéressant parce que ça permet pour le chirurgien d'avoir des outils absolument fabuleux. Et donc, l'approche multidisciplinaire et à distance est très intéressante. Et même un petit logiciel comme Iris peut être intéressant et rendre des services aux chirurgiens pour discuter. Et j'ai un problème là, il n'y a plus de... C'est fini ? Voilà. Et donc, collaboration à distance, en temps réel,
On peut discuter entre chirurgiens et autoradiologues. Ça permet d'approfondir le diagnostic et de vérifier. Et ça permet de faire une planification et une personnalisation de la chirurgie, même si c'est assez basique par rapport à ce qu'a proposé Luxolaire. C'est quand même intéressant. Voilà, suivant. Il y a encore un... Pourquoi c'est... Voilà, c'est fini. Merci de votre attention. Bravo. Merci beaucoup. Donc, il y a un point que tu n'as pas abordé, et ni Luxolaire d'ailleurs, c'est l'intérêt pédagogique vis-à-vis du patient. Ben si, je l'ai dit, moi, 2 fois. Bon, tu l'as dit. Bon, très bien. Bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es en cabinet, quand tu es en consultation, tu peux expliquer aux malades que la lésion, elle est comme ci, elle est comme ça. Et en plus, ça te fait de la pub vis-à-vis du malade, vis-à-vis du collègue qui n'a pas ça. D'ailleurs, on avait entendu l'autre jour un des logiciels que tu as montré là, que je ne citerai pas, mais qui disait, nous, notre argument de vente aux États-Unis, ça a été de dire, oui, bon, on n'est pas obligé de le citer, mais de dire finalement, ça faisait marquer des points aux chirurgiens qui avaient ce logiciel par rapport à ceux qui ne l'avaient pas, parce que le patient n'allait pas voir ailleurs, il se disait, je suis vraiment dans une maison, enfin, je veux dire, dans un endroit sérieux, avec un chirurgien qui est de 2025, etc., etc. Et je pense que le point de vue des... Enfin, le point de vue des patients n'est pas négligeable non plus. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Alors, simplement, dans une slide, tu avais on a vu une black box là à un moment, la base de données sur les algorithmes. Alors, est-ce que ce sont des bases de données? Est-ce que ça fonctionne justement c'est fermé, ou est-ce que c'est open source, justement, les bases de données initiales auxquelles se réfère justement toute l'analyse? Tu veux dire les attaques qui sont dans mon programme? Oui. Moi, c'est la base de données des objets qu'on a numérisés. On peut en numériser 5000, on n'a appris que 1200, mais c'est pas assez précis, on pourrait sous-segmenter. Mais là, ce sont des données qui sont des données que tu as... Le LLM, tu vas regarder la nomenclature anatomique en anglais ou en autre langue, et le LLM, il te décline ça dans toutes les langues. Mais moi, je n'ai pris que... On a fait appel qu'aux 1200 éléments que nous, on a choisi de numériser. On aurait pu faire plus, mais c'est plus compliqué, oui. Juste, d'après ce que j'ai vu, donc la limite, c'est le bouton. J'appuie là. Ah oui, maintenant, c'est bon. Merci, merci Jean-Claude. Ce que je voulais savoir, c'était la limite, c'est le port de casque. Parce que je trouve que c'est très intéressant pour les staffs à distance, mais dans l'image, dans la diapo que vous avez montrée, il faudrait que ceux qui participent au staff pour décider d'une intervention, il faut que les autres aient aussi ce casque. Évidemment, mais ils vont télécharger le modèle. Il y a de même un petit rappel clinique avec un certain nombre que j'ai pas mis là, mais l'âge du sujet, un certain nombre de données cliniques, éventuellement biologiques, pour le diagnostic, pour l'orientation. D'ailleurs, ça peut être posé en IA, c'est-à-dire on peut poser aussi à Internet sur telle et telle et telle lésion, quelles sont les suggestions diagnostiques, ça fait partie de l'outil. Et donc, bien sûr, chacun a le casque et ils ont téléchargé le même logiciel. Donc, si on veut exporter, on va dire dans des pays à faible revenu et qui voudraient un avis d'expert, ça coûte cher ces casques parce que c'est 350 € le casque et 350 € le logiciel, ça va être pareil. Là, il est en cours d'élaboration, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il sera fini dans 2-3 mois. Il est en cours d'élaboration. Mais vous pouvez envoyer vos données d'ICOM. C'est un petit peu comme le logiciel de Luxolaire. La différence, c'est que, 1, il n'y a pas d'expertise majeure sur les vaisseaux, et 2, il n'y a pas des experts qui vont vérifier ce qu'a fait l'IA. Parce que l'IA va vous produire un truc. S'il n'y a pas des experts vasculaires qui valident, à mon avis, ça n'a pas de valeur. Il peut y avoir des erreurs. Hein, oui. Jean-François, non, je veux dire, on comprend très bien. Là, ce que je pense, le sens de la question, c'est de se dire effectivement, tu as trois experts, mettons, qui sont en 20. J'ai vu avec Patrick, c'est un multi-gamer, c'est-à-dire qu'en fait, chaque avatar peut prendre la main pour travailler, mais on peut projeter, suppose qu'un de tes experts est avec lui sa salle de staff, il peut projeter en même temps l'image du casque. L'image du casque, tu la projettes sur un écran. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça veut dire que tout le monde. La seule chose, c'est que c'est pas l'immersion. Non, mais tout le monde peut profiter de. Dans une salle de staff, évidemment. C'était ça sa question. Oui. Bravo. Pas trop vite. Une dame derrière. Bravo pour la magnifique présentation.
Une question, les données scanner, IRM, sont très volumineuses. Est-ce que ça pose un problème, ce transfert de données, quand les réseaux ne sont pas extraordinaires non plus? Ça ne pose pas de problème, on peut les compacter facilement avec des formats spéciaux qui compactent beaucoup les choses. Il n'y a pas de problème de transfert, du tout. En tout cas, c'est super. Oui, je voudrais simplement revenir, je ne voudrais pas être systématiquement celui qui donne la douche froide à l'enthousiasme sur la technique, mais je m'intéresse beaucoup, moi, à l'application pratique et dans la vie de tous les jours et de tous les chirurgiens. Je reviens sur ce que tu disais, Hubert, sur les problèmes. Le marketing, être très doué en marketing, c'est pas forcément être très doué pour avoir de bons résultats, d'accord ? Ça n'a rien à voir avec la qualité. Et deuxièmement, on ne doit pas avoir les mêmes patients, parce que moi, la plupart de mes patients, tu leur présentes des planches anatomiques, tu leur expliques, etc. C'est pas des gens raisonnables. Il faut gagner la confiance du patient, et c'est tout ce qu'ils te demandent. Voilà. Alors après, il y a certains patients, effectivement, qui sont très cortiqués, qui arrivent avec des données Internet, et là, il faut savoir répondre pareil, des données techniques. Mais la plupart des patients, on n'en est pas à ce qu'ils soient particulièrement sensibles à une démonstration en 3D de la tumeur que tu vas faire comme un Lego, que tu vas démonter, tu vas leur dire, oh, je vais opérer avec un ordinateur, mais ça marche, c'est vrai, mais bon. Sur la feuille, avec le bic, hein, quand même, excuse-moi. Pardon ? J'ai pas entendu. C'est pas la même chose que le schéma avec le stylo bic sur la feuille. C'est plutôt un commentaire. Moi aussi, je suis chirurgien à Romorantin et je me pose bien la question de savoir est-ce que ça va me servir ce bordel là, parce que c'est quand même est-ce que j'en ai besoin pour opérer ma vésicule standard? Non. Quelles vont être les indications privilégiées pour ce type, ou alors est-ce qu'il y a dans l'usage pour les soins, premièrement? Donc, sélectionner les indications les plus complexes, peut-être, qui peuvent bénéficier de ce genre d'outils pour les soins. Mais par contre, ce qui peut être très utile, c'est pour la formation des jeunes chirurgiens. Bah oui, bien sûr. Et ça, c'est essentiellement un outil pédagogique, que ce soit en présentiel, où l'avatar du chirurgien Patrick Nataf, il se déplace à Marseille, mais en fait, il est ici à Paris 5, et il est en même temps le conseiller du jeune chirurgien qui se pose des questions et qui a envie peut-être d'avoir un regard d'expert. Et à ce moment-là, c'est intéressant. Mais ça veut dire que il faut bien, pour répondre un peu à tes remarques plutôt restrictives, il faut trouver le bon usage de ces outils-là, s'acculturer à ça et trouver que là, ça devient cohérent et que c'est intéressant. On ne parle pas de la même chose. Mais les mêmes experts à Marseille, ils opèrent ailleurs, etc. Ils ne sont pas forcément libres au moment où... Et là, ça veut dire que c'est des fonctions pédagogiques qui doivent être programmées, qui sont constitutives d'un moment de formation pour les jeunes. Il faut absolument que ça s'intègre dans leur pratique. On ne parle pas de la même chose que Patrick Nataf. Mais j'étais chirurgien à Romorantin, vous savez. Donc. En apportant aux chirurgiens de Romorantin une aide opératoire, ça n'est pas du tout la même chose qu'être en consultation en montrant la lésion à un patient à qui on va faire, pour un cancer, à qui on va faire une chirurgie complexe, lui montrer la complexité du sujet, la lésion, etc. De même que quand on doit intervenir chez un enfant, de montrer aux parents en quoi va consister la stratégie de l'intervention. Et je pense que c'est un outil qui va se développer, inévitablement, parce que les patients sont curieux et nous avons un devoir pédagogique vis-à-vis des patients, et donc c'est un outil pédagogique. Alors, dernière remarque peut-être. Oui, alors en dehors, j'allais soutenir justement l'importance de ça, parce qu'en dehors de l'aspect pédagogique, il existe des chirurgies qui sont des chirurgies d'exception, de niche, dans lesquelles il y a des experts dans un domaine, et ça, je suis, pour avoir vécu ça à travers une intervention qu'a subie ma fille, je me suis aperçu qu'il y avait une équipe en Europe qui était spécialisée dans une chirurgie, et donc ce sont des gens qui ont une expertise et un protocole qui est indiscutable. Et dans ce type de chirurgie un petit peu exceptionnelle, je pense que ce type d'application à distance est quelque chose de très utile, y compris quand ça s'adresse à des chirurgiens de haut niveau dans un autre pays. Mais s'ils n'ont pas la pratique ou la systématisation ou un protocole extrêmement établi, ça me paraît extrêmement important. Merci beaucoup. On va donner la parole à Patrick Nataf. Patrick Nataf, qui est chirurgien cardiaque à Bichat, comme vous savez.
Il est également chairman de la chaire UNESCO d'anatomie numérique.